They are the nameless, the faceless, and they are forever loyal. But what happens when the adulation becomes obsession and the devotion becomes deadly? Robert De Niro, Wesley Snipes. The Fan. Il y a quelques jours, je me suis rematé The Fan de Tony Scott, film qui raconte l'histoire d'un supporter obsessionnel des Giants de San Francisco, supporter qui va se mettre à harceler de plus en plus dangereusement le joueur star de l'équipe. Alors après le film, j'ai eu envie de me renseigner sur le profil de ces fans-là, ces fans qui ne vivent que pour une seule personne et qui basculent dans la folie. Dans ce très bon ouvrage qu'est Cultish, l'auteur Amanda Montell nous apprend qu'il existe 4 types de fans. D'abord le fan mesuré, la majorité d'entre nous, celui qui vit sa passion et son admiration de façon très classique et sans débordement. Ensuite, le fan intériorisé, le fan hardcore mais qui va garder ça pour lui, dans son intimité. Puis vient le fan extériorisé, celui qui va crier Michael en pleurant en bas d'un hôtel, qui va frôler l'irrationnel. Et enfin le fan obsessionnel, celui dont on va parler aujourd'hui, celui-là même qui, il y a encore quelques semaines, tentait de s'introduire dans les appartements de Taylor Swift ou encore d'Olivia Wilde. Le stalker qui finit par passer à l'acte et souvent de façon dramatique. Bienvenue dans Split. He came out of nowhere and killed for no other reason than he wanted to get close to a celebrity. And the celebrity who paid his price this day was Hollywood's beloved Rebecca Schaeffer. Rebecca Schaeffer. Ce nom ne vous dit probablement rien, pourtant cette jeune femme née en 1967 aurait pu devenir une actrice qui compte à Hollywood. Après un début de carrière en tant que modèle dans son Oregon natal, elle débarque à Los Angeles en 1985 dans l'idée de percer dans le cinéma, et les choses vont très vite. Après 2-3 apparitions furtives dans des séries, elle obtient un an plus tard son propre show, My Sister Sam. Série dans laquelle on suit 2 sœurs complètement différentes qui doivent apprendre à vivre ensemble. Même si cette série ne dure que 2 ans, elle permet à Rebecca Schaeffer de devenir un visage reconnu aux États-Unis à seulement 21 ans. Elle lui permet aussi d'avoir des fans, dont un, Robert Bardo, qui en 1987 lui envoie une longue lettre à l'intérieur de laquelle il lui exprime toute son admiration. Touchée, Rebecca Schaeffer lui répond en lui disant qu'on lui a rarement écrit quelque chose d'aussi sympathique. Le problème, c'est que Robert Bardo, déjà fragile mentalement, prend ça comme une véritable déclaration d'amour, là où Rebecca Schaeffer lui a simplement répondu pour être sympa. Alors quelques semaines plus tard, il prend un bus direction Los Angeles et se rend devant les studios d'enregistrement de Warner afin de rencontrer son idole. Mais la sécurité le refoule, ce qui met Robert Bardo dans une colère folle. Un mois plus tard, il revient au même endroit, avec un couteau cette fois, dans l'idée d'atteindre l'actrice, mais se fait repousser une seconde fois. Alors Robert Bardo rentre chez lui, dans l'Arizona, et se concentre un temps sur d'autres stars qu'il a ciblées, comme Madonna. Rebecca Schaeffer semble disparaître peu à peu de son esprit, jusqu'à ce qu'il tombe en 1989 sur le film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Dans ce film, Rebecca Schaeffer apparaît en maillot de bain et partage le lit d'un homme à l'écran. 2 scènes qui rendent fou de rage Robert Bardo. During all this time, if she wasn't answering, I'd get very frustrated, thinking that she was like a sex object, like a bimbo for the male lead, Ne supportant pas l'idée que d'autres hommes puissent être attirés par Rebecca Schaeffer, il engage pour $250 un détective privé dans le but de trouver son adresse. Méthode qui lui a été inspirée par un autre stalker, Arthur Jackson, qui en 1982 avait lui aussi engagé un détective privé pour obtenir des infos sur son idole, l'actrice Teresa Saldana, qu'on connaît entre autres pour Raging Bull. Arthur Jackson s'était rendu à son domicile avant de l'atteindre de 10 coups de couteau qui par miracle la laissèrent en vie. Robert Bardo s'inspire donc de ce type et une fois l'adresse en poche, se dirige vers l'appartement de Rebecca Schaeffer le 18 juillet 1989. Date importante pour elle puisque ce jour-là, elle s'apprête à passer une audition dans l'espoir de décrocher un rôle dans Le Parrain 3 de Francis Ford Coppola. Une fois devant la porte, il sonne et Rebecca Schaeffer ouvre. Tout de suite, elle reconnaît Robert Bardo puisqu'elle avait déposé une main courante contre lui un an auparavant. Elle lui demande de partir et de la laisser tranquille, ce qu'il fait après plusieurs minutes assez houleuses. Il va alors manger dans un diner, puis revient 1 heure après, bien décidé cette fois à supprimer l'actrice. Il sonne à nouveau à la porte et Rebecca Schaeffer ouvre avant de prononcer ces mots « Oh non, encore toi ». La suite va très vite. Yes.
Rebecca Schaeffer est touchée à bout portant à la poitrine avant de s'éteindre 30 minutes plus tard aux urgences dans lesquelles son petit ami de l'époque avait accouru, Brad Sieberling. Brad Sieberling qui plus tard réalisera Casper et surtout Moonlight Mile qui s'inspire de ce tragique événement. Un jour plus tard, Robert Bardo se fait arrêter par la police et reconnaît très rapidement les faits. Lors de son procès, il reste la majeure partie du temps prostré et silencieux, sauf une fois lorsqu'il est joué une chanson de U2, chanson qui l'a poussé à passer à l'acte. Over the prosecution's objection, the defense played a song from the rock group U2's Joshua Tree album. Until this point in the trial, the defendant had remained composed in the courtroom. But once the song Exit was played, he sang and strummed to the music. Ce titre intitulé Exit contient ces paroles, sa main dans sa poche, son doigt sur l'acier, le pistolet pesait lourd, il sentait son cœur battre, 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 oh mon amour, mon amour. Robert Bardo a aujourd'hui 52 ans et croupit en prison depuis maintenant 33 ans, sans possibilité de libération. Cette affaire fit grand bruit à l'époque et déclencha au moins une chose. When actress Rebecca Schaeffer was murdered outside her home, the tragedy set off a security alert all over Hollywood. 2 years later, many precautions have been taken. Cette tragédie permit la création de la loi 646-9, loi visant à mieux protéger les gens des stalkers et reconnaissant le stalking comme un crime. Alors, comme je le disais en début de vidéo, peu de personnes connaissent le nom Rebecca Schaeffer. Pourtant, dans une autre virtualité, elle ne meurt pas, elle va à l'audition du Parrain 3 et peut-être que ça devient une immense star mondiale. Ça, on ne le saura jamais. Un peu comme Selena en 1995. À cette époque, cette chanteuse, que peu de gens connaissent je pense, était une immense star en Amérique du Sud et commençait à devenir une star importante aux États-Unis. Ça aurait pu devenir l'égal de Jennifer Lopez ou encore Mariah Carey. Encore une fois, on ne le saura jamais. Parce qu'une fan, vierge de tout soupçon, a mis fin à l'aventure. Tejano USA, like I said, we've got all the big artists. Guess who we got here? Selena Quintanilla. Selena, bienvenidos a Tejano USA. Thank you, Waldo. Good to be here. Nice to see you. Big year, Selena. Chihuahua, el Grammy, una cosa yo creo was like a dream come true, ¿verdad? Exactly. Tell us about it. Cet archive date de 1994, année durant laquelle Selena a vu sa carrière définitivement basculer avec l'obtention d'un Grammy Award, récompense ultime dans la musique. Mais alors pour ceux et celles nombreux qui ne connaissent pas cette chanteuse, qui est-elle? Selena Quintanilla naît le 16 avril 1971 à Lake Jackson dans l'état du Texas. Très vite, ses parents se rendent compte qu'elle possède un don pour le chant. De ses 8 ans jusqu'à ses 18 ans, date de la sortie de son premier album, Selena ne vit que pour la musique. Et c'est en 1989 qu'elle devient une immense star, du moins en Amérique du Sud et au Texas, état dans lequel elle est adulée. Selena ne chante alors qu'en espagnol et devient même l'égérie de Coca-Cola, énorme deal à l'époque. S'ensuivent alors les succès, le Grammy, les salles pleines et même une apparition dans un film, Don Juan de Marco aux côtés de Marlon Brando. Alors en 1994, elle décide de passer un step pour conquérir le public américain dans son entièreté. Elle travaille sur un premier album en anglais et ouvre quelques boutiques à son nom à travers les États-Unis. Et pour gérer ses boutiques, elle décide de faire confiance à Yolanda Saldivar. Mais qui est cette Yolanda Saldivar ? Petit retour en arrière. En 1991, cette infirmière de 31 ans assiste à un concert de Selena et devient instantanément fan. Elle quitte alors son travail et fonde un fan club Selena dans lequel elle s'investit énormément. À force, elle finit par taper dans l'œil de la famille et intègre le cercle de confiance de Selena. Il est très courant de la voir à ses côtés et en 1994, la chanteuse décide de confier la responsabilité de ses boutiques à Yolanda Saldivar. Mais très rapidement, son comportement inquiète. Elle est odieuse et violente avec les employés, très possessive avec Selena et transforme son appartement en mausolée à la gloire de la chanteuse qui l'obsède. De plus, le père de Selena soupçonne Yolanda de détourner des fonds, que ce soit avec le fan club ou bien avec les revenus de la boutique. Alors le 9 mars 1995, il la confronte, puis la vire. C'est là que le drame s'installe. 2 semaines plus tard, Selena a rendez-vous avec elle dans un motel afin de récupérer des documents importants, mais se rend compte une fois chez elle qu'il manque des papiers, alors le lendemain, elle y retourne. Une dispute éclate entre les deux jusqu'à ce que Yolanda sorte un revolver et tire sur Selena. La chanteuse est touchée à l'épaule droite, l'artère déchirée, mais parvient à se traîner sur le parking du motel en criant à l'aide, devant des témoins stupéfaits qui ne tardent pas à appeler les secours. Days Inn Motel, it's 901 Navigation Boulevard. What's wrong, man? We
have a woman ran in the lobby, said she's been shot. She's laying on the floor in her blood. Okay, where are you? How old is she? She looks about 20. Okay, who saw her? Where is it? She's in the lobby right now? Yes, ma'am. She just passed out. Okay. I already have to call in. I think you need to send a police unit too. Alors qu'elle est au sol, Yolanda l'insulte de garce au loin avant de se diriger vers sa voiture et de s'y cloîtrer, son arme pointée sur sa tempe. Quelques minutes plus tard, une ambulance récupère Selena, mais il est déjà trop tard. Grammy Award-winning music star Selena has been shot and killed in Texas. The 23-year-old Mexican-American singer died at a Corpus Christi hospital after being shot this afternoon at a Days Inn motel. À l'extérieur du motel, la police est encore sur place afin d'appréhender Yolanda qui menace de mettre fin à ses jours. We are standing by live in Corpus Christi, right across the street from the Days Inn where this shooting did occur earlier today. If you look behind me, you can see the tail end of a red pickup truck. This is also where police officers and SWAT team members are still trying to negotiate with the alleged killer. Après 9 heures de négociation, elle finit par se rendre et le procès qui a lieu quelques mois plus tard la condamne à la prison à perpétuité. En Amérique du Sud et pour la communauté hispanophone résidant aux États-Unis, cette nouvelle a valeur de choc. Des dizaines de milliers de fans assistent aux funérailles et à leur demande, la famille accepte d'ouvrir le cercueil pour un dernier hommage. Des années plus tard, Yolanda Saldivar, quant à elle, continue de clamer son innocence. What happened that morning when Selena arrived? Did she say she wanted to fire you? Never. She never told me that. I was telling her to leave. And I said, it's over, Selena. It's over. I can't work for you no more. I can't work for you no more. She went down. She grabbed my feet and told me not to leave her. And I grabbed the gun, put it in my head. I pulled the thing back. And I said, if you don't leave, I'm going to do it, Selena. And she got up and she says, Mom, we need to talk about this. We need to talk about this. I'm going to close the door. And when she was walking to the door, she was going at an angle. And I told her, don't close the door. And in that instant, the gun went off. But why didn't it hit you? Because I was pointing to the door and it just went. Did you know she was hit? No, I did not know. There was blood along the door seal. I didn't even look at the door. But there was blood all over the room. How could you not see it? The pictures that I see, they're dots. Une ouf, tout simplement. On reste en Amérique du Sud, à peu près à la même période, avec cette fois un drame qui a endeuillé le monde du football. Au début des années 90, les États-Unis remportent le droit d'organiser leur toute première Coupe du Monde de football. Coupe du Monde à laquelle la France ne participera pas, éliminée à la dernière seconde par la Bulgarie. Pour toute votre génération, c'est un drame. C'est vrai, c'est terrible. C'est terrible. Pas de Coupe du Monde, c'est vraiment terrible. Je n'ai pas de mots pour... Une plaie encore bien ouverte pour moi, 27 ans plus tard. Bref, c'est pas le sujet. Le 17 juin 1994, la Coupe du Monde débute avec le match Allemagne-Bolivie. Et à revoir le jingle d'intro, pas de doute, on est aux States, l'impression qu'on va regarder une série. Et là, vous vous dites probablement « Wow, quel rapport avec ta vidéo initiale? T'es en train de nous parler de foot, là !» Et je vais continuer, car le 22 juin 1994, le pays hôte, les États-Unis, reçoivent la Colombie dans un match important pour la qualification en 8e de finale. Les Colombiens perdent 2-1, se font donc éliminer de la Coupe du Monde avec, entre autres, un but contre son camp inscrit par le défenseur Andrés Escobar. Et dans le foot, ce qu'on appelle des CSC, il y en a des centaines chaque année. Ce qui aurait dû être finalement anecdotique ne l'est pas. 10 jours plus tard, de retour en Colombie pour retrouver sa famille, il décide de passer outre les recommandations de la fédération, à savoir rester chez soi avec une surveillance, afin d'aller dans un restaurant avec des amis. Un choix lourd de conséquences. It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed.
Allegedly, one of the assailants yelled, "Thanks for the auto goal." Et si je parle de cette affaire dans cette vidéo, c'est parce qu'il y a toujours eu un doute. Pour beaucoup, il s'agit là d'un règlement de compte d'un fan qui n'a pas supporté de voir son pays se faire éliminer en partie à cause de Andrés Escobar, et pour d'autres, il s'agirait d'un contrat commandité par le cartel colombien, l'élimination de la Colombie leur ayant fait perdre beaucoup d'argent. Andrés Escobar était réputé pour être quelqu'un avec un cœur immense, lui qui chaque Noël chargeait sa voiture de cadeaux afin de les distribuer aux enfants pauvres de Medellín. Peu avant sa disparition, il s'apprêtait à signer au Grand Milan AC, lui à qui on prédisait une superbe carrière en Europe. Le principal suspect, Humberto Muñoz Castro, fut arrêté quelques jours plus tard avant d'écoper d'une peine de 43 ans de prison. Sur les 43, il n'en fit que 10. Alors, dans l'histoire, il y a eu des assassinats pour lesquels on ne sait pas vraiment s'ils ont été commis par des fans. Il y a un petit doute. Je pense à Gianni Versace, qui a été tué par le serial killer Andrew Cunanan, mais aussi plus loin en arrière à Jesse James, qui aurait été tué par un grand admirateur, Robert Ford, de plusieurs balles dans le dos. Par contre, là où il n'y a pas de doute, c'est en ce qui concerne l'assassinat de Dimebag Darrell. Ce type que vous venez d'entendre jouer s'appelle Darrell Abbott, autrement appelé Dimebag Darrell. En 1981, il fonde avec son frère le groupe de métal Pantera, un des plus grands groupes de métal que l'histoire ait connu. Avec comme concert mémorable un set à Moscou en compagnie d'autres groupes, devant 500 000 personnes afin de fêter la chute de l'Union soviétique en 1981. En 2003, suite à des tensions latentes avec le chanteur du groupe, Phil Anselmo, Pantera se dissout et les frères Abbott créent un nouveau band, Damage Plan. Peu de temps après, un premier album sort et une tournée s'organise afin de jouer ses nouveaux morceaux. C'est suite à une de ces dates, le 8 décembre 2004 à Columbus dans l'Ohio, que le drame se déroule. During their first set, more than 200 anxious fans packed the concert hall to hear the group and one of the country's most known guitarists, Dimebag Darrell Abbott, play. But just a few minutes into their first song, trouble broke out. You can see shooter Nathan Gale in a black jacket and baseball cap charging on a stage and pulling out a gun. He was headed straight for Dimebag Darrell, the band's lead guitarist. The crowd, shocked, unbelievably didn't move. Someone on stage cried for help. Call 911, somebody! While Dimebag Darrell lays on stage with band members, even fans trying to resuscitate him, there's chaos. In a matter of 5 minutes, Gale fired 15 shots before Officer James Niggemeyer took him down with one single shot. A single shot that saved lives. Moments later, Officer Niggemeyer steps in front of the camera, shotgun in hand, a blank look on his face. Le guitariste Dimebag Darrell succombe rapidement à ses blessures puisqu'il vient de se prendre 5 balles dans la tête. Et en plus de lui, ce sont 3 autres personnes qui décèdent puisque Nathan Gale a ensuite tiré dans la foule. Schizophrène et obsédé par Pantera, il était persuadé que le groupe lui volait sa musique. Quelques jours avant les faits, il pensait même que Pantera lui volait son identité. Encore aujourd'hui, certains considèrent Dimebag Darrell comme le plus grand guitariste que le métal ait connu, même si là c'est son ancien pote qui le dit, Phil Anselmo. He had taste, he had a heart. He had this thing called soul. He can make his guitar talk. Et enfin, pour conclure cette vidéo, la transition est toute trouvée puisqu'on reste dans l'univers de la musique, avec l'assassinat le plus tristement célèbre, celui de John Lennon. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up to the musician as he was leaving his limousine. According to eyewitnesses, he said, "Mr. Lennon," and then fired at him point blank at least 5 times. On sait tous qui est John Lennon, alors concentrons-nous sur ce type qui lui a soudainement tiré dessus. Mark David Chapman naît à Fort Worth dans le Texas d'une mère infirmière et d'un père sergent dans l'US Air Force. Chapman grandit dans la crainte de son père qui s'avère être souvent très violent avec lui. Alors en grandissant, il trouve refuge dans la musique, en particulier grâce aux Beatles dont il possède tous les albums. Mark Chapman commence alors à développer une fascination pour John Lennon et se met à vivre comme lui, du moins il essaye. Mimant la vie de son idole, il se marie en 1970
1979 avec une américaine d'origine japonaise, plus âgée que lui, souhaitant reproduire une imagerie du couple John Lennon-Yoko Ono. Déjà, rien que ça, c'est un ouf. Quelques mois plus tard, il est licencié de l'hôpital dans lequel il travaille après une altercation avec une infirmière et trouve un emploi dans un parking en tant que gardien de nuit. Ce boulot le déprime, alors il commence à boire tout en fantasmant sur l'assassinat de son idole, John Lennon. Le 27 octobre 1980, il se rend à New York muni d'un revolver, dans l'idée de tirer sur Lennon devant son appartement, mais il finit par se raviser et rentre chez lui. John Lennon ne le sait pas, mais il vient d'échapper à la mort. Seulement, 2 mois plus tard, Mark Chapman se motive à nouveau et se poste devant son building. Durant des heures, il attend qu'il sorte de son appartement et au lieu de sortir son arme, il lui tend d'abord l'album Double Fantasy que Lennon dédicace sympathiquement. Et cette sympathie va même plus loin car il demande à Chapman s'il désire quelque chose d'autre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce moment existe en photo puisqu'un autre fan prenait des clichés à ce moment-là. Il se dit que la gentillesse de John Lennon aurait empêché Mark Chapman de sortir son arme alors qu'il avait pourtant prévu de le faire. Sans le savoir encore une fois, le chanteur échappe au pire, même si pour Chapman, Lennon, quelque part, savait. Then he wrote his name, John Lennon, and then underneath that, 1980. And he looked at me, as I mentioned earlier, he said, "Is that all? Do you want anything else?" And I felt then and now that he knew something subconsciously, that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Il est alors 17h, John Lennon et Yoko Ono entrent dans une limousine et se dirigent vers un studio d'enregistrement. Lennon déclare alors que quelque chose de mystique. À 22h, le couple quitte le studio et réfléchit à se poser dans un restaurant. Mais très vite, ils décident finalement de rentrer à l'appartement, là où les attend tapis dans l'ombre, Mark Chapman. Alors qu'ils auraient pu se garer dans la cour intérieure, plus sécurisée, Lennon et Ono demandent à être déposés devant le trottoir. Caché sous une arche, Mark Chapman apparaît soudainement, dit Monsieur Lennon et tire à 5 reprises. La première balle passe au-dessus de sa tête et touche une fenêtre du building. Les 2 suivantes l'atteignent au dos, puis les 2 dernières à l'épaule gauche. John Lennon peine à se tenir debout, se dirige vers le poste de sécurité, là où est le gardien, et dit 2 fois « Je suis touché, avant de s'effondrer. Le portier désarme alors Mark Chapman qui tranquillement va s'asseoir sur le trottoir à quelques mètres de là. Ce même portier lui crie alors « Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire ?» Ce à quoi il répond « Oui, je viens d'abattre John Lennon ». Quelques minutes plus tard, les policiers le cueillent sans résistance. Il était toujours sur le trottoir, assis, en train de feuilleter L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger. Livre qui par la suite va devenir culte pour les fans psychotiques puisque John Warnock Hinckley, l'homme qui a harcelé Jodie Foster et qui a tiré sur le président Reagan en possédait un au moment des faits. Il n'y a pas que lui puisque Robert Bardot, souvenez-vous, on a ouvert la vidéo avec lui, en possédait également un sur lui au moment de tirer sur Rebecca Schaeffer. Mark Chapman affirma par la suite que les réponses liées à son geste se trouvaient dans ce livre puisqu'il s'identifiait au personnage principal. Malgré cela, plusieurs thèses ont été avancées. Chapman aurait tué Lennon car il lui reprochait l'absence de paix dans le monde. Il lui reprochait également de chanter les avantages d'une société sans possession alors que lui-même possédait des millions de dollars, des yachts et des appartements aux 4 coins du monde. Mais plus globalement, Chapman avoua qu'il avait décidé de le tuer afin d'être éternellement associé à son idole. S'il avait échoué, il se serait alors tourné vers le présentateur Johnny Carson ou bien l'actrice Elizabeth Taylor, comme il la voit à NBC des années plus tard. Mark Chapman plaida coupable, écopant de la prison à perpétuité avant de demander plusieurs fois une liberté conditionnelle, demande à chaque fois refusée, les autorités estimant qu'il se ferait probablement lyncher à mort par des fans s'il venait à sortir. La disparition de John Lennon créa une onde de choc partout dans le monde et durant plusieurs mois, des fans se massèrent devant son appartement, laissant des fleurs et des mots sur le trottoir. Ce qui est également incroyable et un peu mystique avec cette journée du 8 décembre 1980, c'est que cette fameuse photo iconique a été prise quelques heures plus tôt par la photographe Annie Leibovitz, et qu'en début d'après-midi, il donna une interview, sa dernière donc, dans laquelle il disait ceci. Because I always consider my work one piece, and I consider that my work won't be finished until I'm dead and buried, and I hope that's a long, long time. Loin de s'imaginer que ce moment allait arriver quelques heures plus tard. Voilà, vous venez de regarder Split, à bientôt.